Êtes-vous certain d'arroser vos tomates comme il faut? Et si je vous disais que la plupart des conseils d'arrosage que l'on donne habituellement sont non seulement inutiles, mais peuvent même nuire à votre récolte, c'est une réalité. Ce qui semble évident recèle en fait une foule de subtilités. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 10 secrets d'arrosage partagés par les jardiniers les plus chevronnés concernant les 10 cultures les plus populaires. Préparez-vous à être étonnés. Certaines de ces règles vont à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. Pourtant, ce sont elles qui vous aideront à obtenir une récolte que tous vos voisins vous envieront. On pourrait croire que rien n'est plus simple que l'arrosage. On verse l'eau aux pieds et le tour est joué, n'est-ce pas? Pourtant, un arrosage inapproprié est la cause numéro 1 des feuilles jaunies, des fruits chétifs et des maladies des plantes. Les jardiniers de l'ancienne génération le savent. Il ne s'agit pas tant de la quantité d'eau, mais bien du moment et de la méthode d'arrosage. Ils ont observé les plantes pendant des années, expérimenté et transmis leur savoir de bouche à oreille. Ces connaissances ne sont pas de simples conseils, mais une véritable philosophie, celle de comprendre les besoins profonds de chaque plante. Et nous allons en partager les fondements avec vous dès maintenant. Commençons par le roi du potager, la tomate. On croit tout savoir sur son arrosage. Pourtant, c'est là que la plupart des jardiniers commettent la principale erreur. Retenez la règle d'or. Les tomates aiment boire rarement, mais beaucoup. Leur devise: mieux vaut un arrosage abondant et espacé que 1000 petites gorgées. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la base de leur bonne santé. Pourquoi? Quand vous arrosez généreusement mais peu souvent, vous forcez les racines de la plante à travailler. Elles s'étirent profondément dans le sol à la recherche d'humidité. C'est ainsi que se développe un système racinaire puissant et profond, capable de trouver de l'eau même en période de sécheresse. Mais que se passe-t-il avec un arrosage fréquent et superficiel? Les racines deviennent paresseuses. Elles restent en surface là où il y a toujours un peu d'humidité. Une telle plante est faible, et le premier jour de grande chaleur devient pour elle un véritable stress. Maintenant la technique: verser l'eau strictement au pied de la plante, en aucun cas sur les feuilles ou la tige. L'humidité sur le feuillage est une voie directe vers le mildiou et d'autres maladies fongiques. C'est un peu comme si vous remplissiez un verre plutôt que d'en asperger l'extérieur. Quelle quantité? Comptez environ un seau d'eau par pied adulte, et faites-le environ une fois par semaine, voire moins souvent. L'indicateur principal: la terre au pied du plant doit être complètement sèche sur plusieurs centimètres en surface. Et un petit détail, mais non des moindres: utilisez de l'eau tiède et qui a reposé. L'eau glacée provenant du puits ou du tuyau est un choc pour les racines, ce qui freine le développement de toute la plante. Passons maintenant à son compagnon inséparable sous serre, le concombre croquant. Si la tomate est une ascète robuste et frugale, le concombre est, lui, un vrai sybarite qui adore l'eau. Il est composé à 95% d'humidité et en a constamment besoin. Mais c'est précisément là que réside le diable, ou plutôt le détail crucial. Et ce détail, c'est la température de l'eau. Arroser les concombres avec de l'eau froide, directement du tuyau d'arrosage ou d'un puits, c'est presque un crime contre votre future récolte. Et ce n'est pas une exagération. Pour les racines délicates du concombre, l'eau glacée est un choc violent. Le plant stoppe littéralement sa croissance, cesse d'assimiler les nutriments et, le plus frustrant, commence à faire tomber ses petits fruits en formation. Vous voyez de minuscules concombres jaunir et tomber. C'est très probablement l'eau froide qui en est la cause. Quel est donc l'arrosage idéal? Premièrement, l'eau doit être tiède, voire chaude. La température idéale est de 22 à 25 degrés Celsius. La meilleure solution est de placer un grand tonneau au soleil. Il chauffera pendant la journée. Deuxièmement, arroser plus fréquemment que les tomates. Le sol sous les concombres ne doit jamais se dessécher. Par temps chaud, ils peuvent nécessiter un arrosage quotidien. Et bien sûr, verser délicatement au pied de la plante, en veillant à ne pas mouiller les feuilles, afin de ne pas provoquer le principal ennemi des concombres, l'oïdium. Passons maintenant à nos prochains légumes capricieux, les poivrons et les piments. Si le concombre adore l'eau et la tomate la sécheresse, le poivron, lui, est un véritable aristocrate qui valorise la stabilité par-dessus tout. Son pire ennemi, les montagnes russes hydriques.
Imaginez la situation, vous avez oublié d'arroser votre poivron, la terre est devenue aussi sèche que de la pierre, les feuilles sont toutes flétries, vous vous en rendez compte et l'arrosez alors abondamment. Pour lui, ce n'est pas un sauvetage, mais un stress immense. Et comment réagit-il à un tel stress? Il fait la chose la plus frustrante qui soit, il fait tomber ses fleurs, et parfois même les jeunes fruits déjà en formation. C'est sa réaction de défense. La plante vous dit en quelque sorte, dans de telles conditions imprévisibles, je ne peux pas assurer ma descendance. Et voilà, adieu la récolte. Le secret principal de l'arrosage des poivrons est donc la constance. La terre sous les plantes doit toujours être modérément humide, ni détrempée comme un marais, ni sèche comme de la poudre, mais juste agréablement humide. Comment y parvenir? Arroser en petite quantité mais régulièrement, par exemple tous les 2 ou 3 jours selon la météo. Vérifiez impérativement la terre avec votre doigt. Si elle est sèche sur une profondeur d'une phalange, c'est le moment. Et bien sûr, n'utilisez que de l'eau tiède et versez-la strictement au pied de la plante. Pour les poivrons, ce n'est pas le volume qui compte, mais le rythme. Souvenez-vous, ils aiment le calme et la prévisibilité. Pénible. Passons maintenant à la pomme de terre, souvent appelée le deuxième pain. On pourrait croire que c'est une culture des plus simples. On la met en terre, on la bute, et le tour est joué, il n'y a plus qu'à attendre la récolte. Pourtant, même ici, un bon arrosage peut faire des miracles ou, à l'inverse, tout compromettre. L'erreur majeure que beaucoup commettent est d'arroser les pommes de terre jusqu'au tout dernier moment, juste avant la récolte. La logique est tentante. Plus d'eau égale de plus grosses pommes de terre, mais en réalité, c'est un bien mauvais service que vous leur rendez. Le secret des cultivateurs aguerris est le suivant. Cessez complètement d'arroser vos pommes de terre 2 à 3 semaines avant la date prévue de la récolte. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, cela impacte directement le goût. Des pommes de terre qui ont poussé dans une humidité excessive jusqu'au dernier moment seront aqueuses et insipides. En revanche, celles à qui l'on a laissé le temps de s'assécher accumulent l'amidon et deviennent plus farineuses et savoureuses. Deuxièmement, c'est une question de conservation. Les tubercules récoltés dans une terre humide se conservent très mal. Ils sont particulièrement sujets à la pourriture et à diverses maladies. En revanche, les pommes de terre issues d'un sol sec ont une peau plus épaisse. Elles se bonifient mieux et se conserveront dans votre cave jusqu'au printemps sans aucun problème. Alors retenez bien ceci, lorsque la fan de la pomme de terre commence à jaunir et à se flétrir, c'est le signal non seulement d'une récolte prochaine, mais aussi de ranger l'arrosoir au placard. Laissez vos pommes de terre se préparer tranquillement pour le long hiver. Passons maintenant à la reine de nos potagers, l'indispensable du bortsch et des conserves, le chou. Cette dame aux formes généreuses est une grande soifarde, mais elle a une manière bien à elle de s'hydrater. Un arrosage superficiel lui est absolument inutile. Imaginez que vous tentiez de faire boire un éléphant à la petite cuillère. Le chou se sentira à peu près de la même manière si vous l'arrosez parcimonieusement chaque jour. L'humidité n'atteint tout simplement pas sa puissante racine pivotante, qui s'ancre profondément dans le sol. Le secret, pour bien arroser le chou, c'est l'hydratation en profondeur. L'eau doit imbiber le sol sur la profondeur d'une bêche. C'est la seule façon pour son système racinaire d'obtenir suffisamment d'humidité afin de former une pomme dense et juteuse. Si l'apport en eau est insuffisant, la pomme sera lâche, petite, voire ne se formera pas du tout. Comment s'y prendre? Arroser le chou moins fréquemment que les concombres, mais de manière beaucoup plus abondante. 1 fois par semaine, oui, mais de façon à ce qu'une véritable flaque d'eau se forme au pied de chaque plant. L'idéal est de verser un seau d'eau entier par pied. Et voici un autre point crucial. Le chou, à l'inverse des tomates, apprécie une bonne douche. Un arrosage du soir par aspersion sur les feuilles l'aide à mieux supporter la chaleur et à éliminer les nuisibles, comme le puceron du chou. Mais cela doit impérativement être fait le soir, afin que les gouttes d'eau ne se transforment pas en loupe et ne brûlent pas ces feuilles délicates sous l'effet du soleil. Alors n'ayez crainte de mouiller sa coiffure, mais faites-le avec sagesse. Passons à la carotte, ce légume adoré des petits et des grands, si doux et savoureux. Qui n'a jamais rêvé d'arracher du potager une carotte parfaitement droite, lisse et juteuse?
Pourtant, sa forme et son goût dépendent directement d'un arrosage approprié. L'ennemi numéro 1 de la belle carotte est un arrosage fréquent et superficiel. Lorsque vous vous contentez de mouiller la surface du sol, vous rendez un très mauvais service à ce légume racine. Sous terre, que se passe-t-il? La racine principale ne sent pas l'humidité en profondeur et cesse d'y plonger. Au lieu de cela, elle développe une multitude de petites radicelles latérales dans la couche supérieure, cherchant désespérément la moindre goutte. Le résultat, cette fameuse carotte chevelue, difforme et noueuse. Le secret d'une carotte parfaitement droite réside dans un arrosage profond et espacé. Comme pour les tomates, il faut tremper la terre en profondeur pour que le légume racine s'allonge vers l'eau. Cela doit se faire environ tous les 7 à 10 jours, mais très généreusement. Une dernière astuce, l'arrosage irrégulier, alternant sécheresse et déluge, soudain, provoque le fendillement des carottes. Le légume racine ayant souffert de la soif absorbe l'eau avidement. Ses tissus ne supportent pas une telle pression et éclatent. Maintenez donc un régime d'arrosage stable mais espacé. Envie de carottes douces et parfaitement droites, forcez-les un peu à travailler et à chercher l'eau en profondeur. Voici la courgette, la cousine du concombre, reine des salades estivales et des ragoûts. Ce légume pousse vite, donne des récoltes abondantes et semble, à première vue, très facile à cultiver. Pourtant, il a une grande faiblesse, l'oïdium, aussi appelé maladie du blanc. C'est une pellicule blanche qui apparaît sur les feuilles et peut détruire toute la plante en quelques jours. Le principal facteur favorisant cette maladie est l'humidité sur le feuillage. Contrairement au chou, la courgette déteste être arrosée par le haut. Chaque goutte d'eau sur ses grandes feuilles, surtout par temps frais, est un foyer potentiel d'infection. C'est pourquoi le secret de l'arrosage des courgettes et de leurs cousines, les pâtissons et les citrouilles, réside dans la plus grande prudence. Il faut les arroser strictement au pied, directement à la base de la plante. Idéalement, lors de la plantation, créez une petite cuvette autour du pied, comme une sorte de bassin personnel, et versez toute l'eau directement à cet endroit. De cette façon, vous hydraterez la plante tout en gardant les feuilles sèches et saines. Quant à la fréquence, les courgettes apprécient un arrosage régulier. Le sol doit rester humide à leurs pieds, surtout pendant la floraison et la formation des fruits. Si elles manquent d'eau, les fruits risquent de devenir amers ou de pourrir par l'extrémité. Alors, souvenez-vous, pour la courgette, l'eau, c'est aux pieds, pas sur la tête, et votre récolte sera saine, abondante et de belle qualité. Et nous voici devant la baie estivale la plus appréciée, la fraise, ou plus précisément la fraise des jardins. Elle aussi a sa propre exigence, et ignorer ce secret peut ruiner une grande partie de la récolte. Dites-moi honnêtement, quand arrosez-vous vos fraisiers? La plupart des jardiniers le font juste avant de cueillir les fruits. La logique semble implacable. Laissez les baies s'abreuver. Elles seront plus grosses et juteuses. Mais c'est l'une des plus grandes erreurs. Les jardiniers expérimentés le savent. Il faut arroser les fraises strictement après la cueillette. Pourquoi une telle rigueur? Il y a 2 raisons majeures à cela. Premièrement, le goût. Un fruit gorgé d'eau juste avant la cueillette devient insipide. Son merveilleux arôme et sa douceur sont dilués, se transformant en quelque chose de fade. Vous n'obtenez pas un dessert, mais une simple masse rouge et humide. Mais la deuxième raison est encore plus importante. Son nom, la pourriture grise. Une fraise mouillée, posée sur une terre humide ou du paillis, est un incubateur idéal pour ce champignon. En une seule nuit, vous pouvez perdre les plus beaux et les plus gros fruits, qui se couvriront d'un duvet gris et cotonneux. La règle est donc immuable. Cueillez d'abord toute votre récolte jusqu'au dernier fruit, et seulement ensuite arrosez abondamment votre planche de fraises. Ainsi, vous préserverez le goût, protégerez les fruits des maladies et donnerez à la plante la force de former la prochaine vague de récolte. Parlons maintenant d'un duo inséparable au potager, l'oignon et l'ail. Commençons par l'ail. Cette plante piquante exige une approche spécifique qui évolue tout au long de son cycle de vie. Au tout début, lorsque l'ail développe activement son feuillage, il a besoin d'humidité. C'est la période de croissance où la partie aérienne se forme, celle qui nourrira ensuite le bulbe. Pendant cette phase, jusqu'à la mi-juin environ, il faut l'arroser régulièrement pour que le sol ne se dessèche pas. Mais un point de bascule arrive.
Dès que le bulbe commence à se former sous terre, l'arrosage doit changer radicalement. L'excès d'humidité à ce stade est le pire ennemi de l'ail. Pourquoi? Si l'on continue d'arroser abondamment, le bulbe risque de pourrir directement en terre, ou, tout aussi indésirable, il peut éclater, c'est-à-dire que ses tuniques externes se fendront et les cailleux commenceront à se séparer. Un tel ail se conservera très mal. Le secret de l'arrosage de l'ail est de savoir s'arrêter à temps, environ 3 à 4 semaines avant la récolte prévue. Quand vous constatez que les feuilles inférieures jaunissent, l'arrosage doit être stoppé totalement. Un sol sec aidera le bulbe à mûrir, à former des tuniques protectrices solides et à se préparer à une longue conservation. Ainsi, comme pour la pomme de terre, laissez l'ail souffrir un peu de soif avant sa récolte. Et pour clore notre classement, voici son plus proche cousin, l'oignon. Comme l'ail, il est très sensible à l'arrosage à différentes étapes de sa croissance, mais il nous envoie des signaux encore plus évidents. Pendant la première moitié de l'été, lorsque l'oignon développe activement son feuillage vert, il a besoin d'un arrosage régulier et suffisant, car c'est de ce feuillage que tous les nutriments passeront ensuite dans le bulbe. Si le feuillage manque d'eau, il sera faible et le bulbe restera petit. Mais dès que le bulbe commence à se former et à prendre du volume, ce qui arrive généralement en juillet, les règles du jeu changent. Un excès d'humidité durant cette période est non seulement inutile, mais aussi nuisible. Il peut provoquer la pourriture et réduire la durée de conservation de votre récolte. Comment savoir quand il est temps de ranger l'arrosoir? Ici, inutile de consulter le calendrier. La plante elle-même vous donnera un signal clair. Observez attentivement son feuillage. Dès qu'il commence à s'affaisser massivement et à se coucher sur la planche de culture, c'est un signe infaillible qu'il faut arrêter l'arrosage. Voilà, la dernière ligne droite. C'est comme si la plante vous disait « Ma partie aérienne a fait son travail. Maintenant, toute l'énergie passe dans le bulbe et l'eau superflue ne ferait que me gêner. » En cessant l'arrosage à ce moment précis, vous aiderez le bulbe à former un col dense et sec, ainsi que des tuniques extérieures solides. C'est la garantie principale pour que votre oignon se conserve bien jusqu'au printemps prochain. Le secret essentiel, commun à presque toutes les cultures et que les jardiniers aguerris ont compris d'instinct, est paradoxal. Le meilleur moyen de rendre une plante robuste, c'est de parfois ne pas l'arroser. Non, ce n'est pas un appel à la paresse ou à l'abandon, c'est une stratégie. Comprenez bien, si vous arrosez souvent et en petite quantité, l'eau ne reste qu'en surface du sol. Les racines de la plante deviennent paresseuses. Pourquoi s'enfoncerait-elle en profondeur si l'eau est toujours disponible en surface? Ses racines sont faibles et le moindre coup de sec anéantit toute la récolte. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Vous laissez le sol sécher légèrement en surface. Que fait la plante? Elle a soif et commence instinctivement à chercher l'eau plus profondément. Ses racines s'enfoncent alors vers les couches plus humides du sol. Jour après jour, elles deviennent plus longues, plus robustes et plus résistantes. Vous entraînez littéralement votre plante tel un athlète. Vous lui bâtissez un système racinaire puissant et profond, capable de puiser elle-même eau et nutriments, même dans des conditions difficiles. C'est là le changement de mentalité essentiel. Vous ne faites pas que donner de l'eau. Vous construisez les fondations pour une future récolte véritablement abondante. Ainsi, un bon arrosage n'est pas qu'une simple routine. C'est un véritable art et un dialogue avec vos plantes. Apprenez à les écouter et elles vous le rendront au-delà de vos espérances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile pour votre jardin et votre potager, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous, chers spectateurs. Quelle est votre astuce d'arrosage personnel qui marche à coup sûr? Partagez votre expérience dans les commentaires et créons ensemble la compilation de conseils la plus utile.